Une production Binge Audio, évidemment. Salut, chers auditeurs. Je sais que je vous salue ainsi depuis le tout début de la création des Couilles sur la table, il y a 5 ans. Je dis chers auditeurs parce que chers auditeurs, ça aurait été absurde, étant donné que vous êtes une majorité de femmes à écouter cette émission. Et parce que chers auditeurs, chères auditrices, ou alors chères auditrices, chers auditeurs, ça ferait vraiment trop général de Gaulle. Et puis parce que ça ne laisse pas de place aux personnes qui ne s'identifient ni comme femmes, ni comme hommes. Alors parce que la langue dans laquelle nous vivons, le français, reste binaire, avec du masculin et du féminin absolument partout, une façon de brouiller ces pistes, c'est de dire auditeurice. Mais je dois bien dire que parfois, en le disant, je me demande si c'est pas ridicule, si c'est pas une coquetterie de précieuse. Quand je dis auditeurice, c'est le toust, lecteurice. Parfois, je suis gênée un peu parce que dans mon parlement intérieur, à l'Assemblée générale de mon crâne, il y a toujours une voix un peu réac qui proteste. Un mini Zemmour interne qui s'agite sur les tribunes et qui répète qu'il entend partout dehors depuis des années que le langage inclusif, c'est un combat pathétique, que ça sert à rien, que c'est moche, que ça dessert la cause, qu'on ferait mieux de s'occuper de vrais problèmes vraiment importants, ou encore que ça défigure notre belle langue française. L'écriture inclusive serait, en 2 mots, un péril mortel, selon la formule de nos immortels, justement, de l'Académie française. Mais je continue quand même, car le langage est primordial. Et cet androcentrisme que nous déconstruisons épisode après épisode dans ce podcast, cette tendance à mettre l'homme au centre de tout le temps, ça existe aussi dans notre langue. Et puis il n'y a pas à hiérarchiser les combats, il faut lutter contre tout en même temps. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Deux épisodes ne seront pas de trop pour nous armer. Avant de nous intéresser à l'histoire de la masculinisation de notre langue, avec la grande historienne Eliane Viennot, nous allons nous pencher sur les études les plus récentes en psycholinguistique, qui répondent enfin à toutes ces objections de façon méthodique et incontestable, avec 2 invités, les psycholinguistes Sandrine Zufferet et Pascal Gigax. Bonjour à tous les deux. J'arrive pas à trouver la part. À tous les deux. Ouais, à chacun, à chacune. Bonjour. Sandrine Zufferet, vous êtes professeure de linguistique française à l'université de Berne. Et Pascal Gigax, vous êtes co-directeur de l'unité de psycholinguistique et de psychologie sociale à l'université de Fribourg. C'est ça. Vous allez nous raconter ce que c'est que la psycholinguistique et la linguistique, chacun, chacune, avec votre collègue Ute Gabriel, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle ne parle pas français, elle parle que l'allemand. Enfin, elle parle allemand, voilà. Et qui est professeure à l'université norvégienne des sciences et de la technologie où elle enseigne la psychologie sociale. Eh bien, tous ensemble, vous avez signé un petit livre ultra bien fait, publié aux éditions du Robert, intitulé « Le cerveau pense-t-il au masculin ?» Point d'interrogation. Et ben, en guise d'introduction, est-ce que vous voulez bien chacun, chacune, me donner une réponse temporaire en une phrase à cette question qui vous sert de titre ? Est-ce que nos cerveaux pensent au masculin ? Sandrine Zufferet. Spontanément, non. Il ne peut pas penser qu'au masculin, et c'est bien pour ça que le masculin générique est tellement problématique. Super. Pascal Gigax ? J'ai pas vraiment mieux à dire, en fait. Je crois que j'allais dire exactement la même chose. Pour commencer, je propose qu'on parcourt votre livre, parce que le plan, évidemment, comme dans tous les livres, n'a pas été fait au hasard. Et vous commencez par introduire votre sujet et par expliquer ce que c'est la psycholinguistique et les rapports entre le langage et la pensée. Quand on n'a pas étudié le sujet, il y a un cliché qui revient souvent comme une anecdote, c'est l'idée qu'on ne peut pas penser ce pourquoi on n'a pas de mots et que la perception qu'on a du monde, elle dépend vraiment des mots qu'on a pour le penser. Là-dessus, le cliché qu'on entend, c'est toujours l'exemple des Inuits avec la neige, qu'ils ont plein de mots pour décrire la neige et que nous, on n'en a qu'un et que donc on perçoit qu'un seul type de neige, etc., etc. Bref, est-ce que ça c'est vrai ? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont exactement ces liens entre les mots qu'on a et la façon de penser le monde ?
Alors je pense en fait ce cliché des Inuits, en fait il nous rend vraiment pas service parce qu'il est faux et on le sait, il y a eu beaucoup d'études, on a gonflé ce chiffre selon les gens, c'était d'abord 9 mots, puis 30, puis 100, puis 400 et on sait qu'en fait c'est pas du tout le cas, ils ont quelques mots pour décrire la neige, mais nous aussi en français si vous y pensez bien, on a la poudreuse, le gros sel, le carton, la neige mouillée, donc en fait on peut aussi exprimer, et en Suisse on va pas dire le contraire, les différentes sortes de neige de manière aussi détaillée qu'un Inuit. Mais donc le rapport entre langage et pensée, un peu ce qu'on appelle le relativisme linguistique, le fait qu'on serait enfermé dans un cadre de pensée à cause de sa langue maternelle, c'est clairement pas le cas. Donc c'est aller trop loin, c'est être beaucoup dans l'exagération de dire ça. Par contre, il est vrai que le langage influence notre manière de penser. Le fait d'avoir un mot pour exprimer quelque chose, le verbaliser, c'est un peu comme un spot qui attirerait la lumière sur une certaine réalité et donc qui va nous conduire à la voir plus fortement que si on n'avait pas ce mot-là. Et je crois que là aussi, il y a quelques expériences dont Pascal a peut-être envie de nous parler. Moi, je pense toujours à ta petite pièce qui illustre très bien ça, à mon avis. La petite pièce alors, Pascal Gigax. Pour illustrer ce propos qui est lié à l'attention finalement au lien entre langage et pensée, avec mon collègue Michał Paszłowski à l'université de Sopot à Gdańsk en Pologne, on a fait une petite expérience dans laquelle on s'approche d'une table à la bibliothèque et on dit à la personne qui est en train de travailler, on fête les 10 ans du département de psychologie et vous venez de gagner 2 francs. Et en fait, on leur donne 2 francs, une pièce de 2 francs. Alors, de 2 francs, c'était 2 zlotys en Pologne. Mais on donne la pièce et c'est marqué sur le bout de papier « Tiens, une petite pièce de 2 francs » ou bien « Tiens, une pièce de 2 francs ». Et on revient quelques minutes plus tard vers la personne et on regarde à quel point elle est contente. Et ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui ont reçu la pièce sont plus contentes que les personnes qui ont reçu la petite pièce. Alors, ce qui est intéressant ici, mis à part le fait qu'on semble moins apprécier les choses qui sont petites, mais ça, on pourra en discuter peut-être une autre fois de ce principe-là, mais ce qui est important, c'est que le langage a un nombre limité d'options pour parler d'un monde illimité. Et du coup, le langage va attirer notre attention vers des propriétés du monde qui ne sont pas forcément pertinentes. Ici, que ce soit une pièce ou une petite pièce, ça reste la même pièce. Mais pourtant, cette attention va faire on va voir cette pièce différemment et on va ensuite avoir des comportements différents en fonction de ce qu'on pense, ce qu'est la pièce ici ou n'importe quoi finalement dans le langage. Donc, il faut toujours voir le langage comme ce système d'attention qui va simplement attirer notre attention vers quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. En fait, Ou qui est super pertinent. Ou qui est super pertinent, oui. Quand on voit, par exemple, le rédacteur en chef du Guardian en Angleterre a décidé de plus jamais parler de réchauffement climatique et il décide d'utiliser les termes catastrophe climatique. Et là, on voit que il fait l'opposé. En fait, il se dit, je vais attirer l'attention vers ce que c'est vraiment, parce que je crois que les gens n'ont pas compris, en fait. Oui, et ça, c'est quelque chose d'indéniable, je crois, qui est aussi très présent dans les combats féministes, de forger des mots pour nommer certains phénomènes qu'on ne voyait pas d'habitude. Je pense, par exemple, à un terme là, qui, dernièrement, éclaire énormément de choses pour moi, qui est empathie, qui est l'idée qu'on a beaucoup plus d'empathie pour les hommes, voilà. Et que c'est un type d'empathie particulier. On a tendance beaucoup plus à se mettre à leur place, ce qui est aussi un des aspects de l'androcentrisme dans notre monde. Donc, l'androcentrisme, c'est cette tendance qu'on a de considérer que les hommes, le masculin, sont la norme de notre espèce. Et donc, cette tendance qu'on a à les placer au centre de nos préoccupations. Une illustration de ça, de façon physique, c'est dans la cour de récré, quand on était petit, comment les garçons, en général, prenaient toute la place au centre en jouant au foot et que les filles étaient reléguées dans les coins à la périphérie. Et que ça se reproduit encore et encore dans plein de domaines. Et vous dites aussi, à l'évidence, dans la langue. Et ça, comme notre façon de parler, ça influence notre vision du monde, vous dites, si on veut déconstruire l'androcentrisme du monde, notre façon de placer sans arrêt les hommes au centre, il faut aussi changer notre langue, non ? C'est tout l'objet du livre, en fait, que vous expliquez dans l'introduction. Donc, vous dites déjà, c'est légitime, en fait, de s'intéresser à cette question-là. Absolument, c'est plus que légitime, c'est nécessaire. Et ce contre-argument qui est de dire, commençons par les vrais problèmes, le langage, c'est décoratif, c'est complètement faux. Parce que c'est quand même beaucoup grâce au langage qu'on pense, qu'on conceptualise la réalité. Alors, de nouveau, ça ne nous enferme pas. La preuve, on peut créer des nouveaux mots comme empathie qui nous sont très utiles. Mais il faut d'abord les créer pour pouvoir ensuite y faire référence, les partager, y réfléchir. Donc oui, le langage, c'est un des combats, mais un combat important. Ok. Ça, vous l'expliquez dans tout le livre, chapitre après chapitre. Et ce qui est très, très chouette dans le livre, c'est que non seulement vous résumez plein d'études scientifiques qui ont été faites, et aussi vous nous proposez une quinzaine d'expériences
à faire. Donc, on va en citer quelques-unes pendant cette conversation. Vous commencez par vous intéresser aux stéréotypes de genre et à ces catégories qui nous collent à la peau, vous dites, et qui nous font voir le monde d'une certaine façon. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un stéréotype de genre ? Bon, un stéréotype, finalement, c'est une croyance partagée. Déjà, c'est important de le dire. C'est une croyance, c'est quelque chose qui est basé sur une idée collective. Ensuite, ce qui est important, c'est que c'est une idée collective qui va nous contraindre, nous limiter finalement dans les options du monde, dans les options d'être. Et ce qu'on voit dans une société androcentrée, parce que même quand on parle de stéréotypes, on revient à l'androcentrisme, c'est que les stéréotypes, les croyances partagées par rapport aux hommes sont souvent valorisées et les croyances partagées par rapport aux femmes sont dévalorisées. Donc, même quand on est dans la stéréotypie, on reste toujours dans cet androcentrisme. Ce qui est assez important de dire aussi, parce qu'on peut se poser la question, comment naissent les stéréotypes ? Oui. Et puis, il y a plusieurs manières, en fait, finalement, de fonctionner. Mais une chose qui est sûre, c'est que le langage va contribuer aux stéréotypes dans l'idée que vous êtes exposé à des associations dès le plus jeune âge, en fait. Alors, des associations au travers du langage. On voit des adjectifs qui sont utilisés, qui sont constamment utilisés pour décrire des garçons, des adjectifs qui sont constamment utilisés pour décrire des filles. Typiquement, quand on voit un bébé, qu'on dit « Ah là là, qu'est-ce qu'il est costaud » si on pense que c'est un garçon, qu'est-ce qu'elle est jolie si on pense que c'est une fille, etc., etc. Exactement, calme ou sensible, des choses comme ça. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui arrive, c'est que pour l'enfant qui est exposé à ces associations, en fait, finalement, le cerveau, à un moment donné, va se dire « cette association, je l'entends souvent. Donc, comme je l'entends souvent, je vais y mettre un poids, ou bien comme une ampoule, dans le livre on parle d'ampoule, c'est comme une ampoule qui va s'éclairer, mais quand une ampoule elle s'éclaire et puis je dois l'éteindre, ça me prend des ressources. Mais si je sais qu'une ampoule va souvent être allumée, je vais déjà l'allumer en fait, dès le départ. Donc en fait, l'association que je fais, elle va avoir une priorité. Donc ce qui fait que moi, quand je me développe en tant qu'enfant, je cherche des mots, je vais chercher les mots auxquels j'ai été exposé et les associations auxquelles j'ai été exposé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourquoi on fait ça ? Vous voulez dire c'est une façon pour le cerveau de ne pas se fatiguer, c'est ça ? Ouais, c'est assez malin en fait quand on y pense. D'avoir un stéréotype, c'est assez malin parce que finalement vous dites si une association arrive assez fréquemment dans le langage, donc je vais finalement la prioriser. Comme ça, quand je devrais l'utiliser, ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que je ne devrais pas aller la chercher si loin en fait. Super intéressant, ok, merci. Est-ce que juste vous pouvez détailler cette histoire d'ampoule et de circuit ? En fait, il faut imaginer votre cerveau un peu comme un amas d'ampoules. Donc, une ampoule, ça peut être un concept, ça peut être une pensée, ça peut être un mot. Alors, imaginons que c'est un mot. Alors, imaginons j'ai une ampoule pour le mot table. Au moment où je dis table, l'ampoule va s'allumer. D'accord ? Ce qui est assez intéressant, c'est que les ampoules qui sont autour de cette ampoule, par exemple fourchette, par exemple cuillère, vont également s'allumer. Et là, ça c'est assez intéressant, ça s'appelle la diffusion finalement de l'activation. Et pourquoi c'est malin pour notre cerveau de faire ça ? Parce que si le mot table est activé, il y a quand même une grande probabilité que le mot cuillère, le mot fourchette va aussi être utilisé dans la phrase. Donc le cerveau va simplement anticiper les mots qui ont plus de probabilité d'être également activés. Donc maintenant, ces ampoules, au départ, elles n'ont rien. Elles n'ont pas de mots, elles n'ont aucun concept. Donc c'est à vous, vous allez au travers de votre exposition, votre apprentissage, vous allez apprendre quelles sont les ampoules qu'on allume, à quel moment, quelles sont les ampoules qui sont associées. Et c'est ça qui est intéressant dans la notion de stéréotype, et c'est pour ça que c'est si difficile de les casser pour nous, parce qu'au moment où on a un mot qui est activé, par exemple, si je vous dis chirurgien, en fait, les ampoules qui sont autour vont également être allumées. Et les ampoules qui sont allumées, par exemple, il y aura le genre, il y aura d'autres choses aussi, pas seulement le genre. Les stéréotypes, ça dépasse le genre, bien évidemment. Mais en fait, notre cerveau fonctionne toujours comme ça. Et ce qui est compliqué maintenant, c'est de devoir dire à une ampoule, non, toi, tu ne vas pas t'allumer ici. On va essayer de te garder éteinte et puis on va essayer de mettre autre chose, une autre ampoule, une autre association pour qu'elle s'allume. Et le problème, c'est qu'on fonctionne beaucoup de manière implicite. Et donc, du coup, cet apprentissage, il se fait sans finalement notre conscience. Et c'est ça qui est compliqué dans une société où on est constamment exposé à des associations qui sont limitantes. C'est-à-dire qu'en fait, on est exposé à des associations qui font que notre cerveau va préparer ces ampoules pour faciliter le traitement du monde, mais du coup de manière limitante. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de changer ça.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque, nous on a des données sur des enfants à 24 mois qui ont des associations par rapport à des métiers que ces enfants n'ont probablement jamais vus en fait. Mais jamais vu, ça veut dire jamais vu personne dans ce métier. Par contre, dans les livres, partout, dans les discours, dans les parents qui parlent, ces associations arrivent déjà en fait. On nous donne déjà des adjectifs pour parler des chirurgiens, des chirurgiennes. On nous donne déjà ces choses-là. Et puis moi, j'ai pas besoin de rencontrer un chirurgien pour savoir, dès le plus jeune âge, que finalement, le stéréotype, la croyance, c'est que c'est plutôt des hommes, par exemple. Et c'est pas vrai que des enfants d'ailleurs. En linguistique, on utilise maintenant des très 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 grandes bases de données, en fait sous forme de corpus. Et notamment, il y a des corpus de milliards de mots qui viennent de tous les textes qui sont aspirés depuis Internet, donc des blogs, des choses qui sont à la fois très récentes, qui sont pas du langage, on va dire, ni standardisé, ni spécialement stéréotypé. Tout le monde peut s'exprimer sur le web. Et quand on regarde quelles sont justement les collocations les plus fréquentes, donc les mots qui arrivent le plus fréquemment avec hommes et femmes, déjà, il y en a pas un en commun. Avec femmes, on trouve plutôt chez les adultes des choses comme femme sexy, femme fatale. Et chez hommes, on trouve homme politique, homme d'État, homme... Donc oui, encore maintenant, dans des données, le corpus date de 2017, donc c'est pas vieux. Et on voit que les associations, vraiment dans l'usage de la langue, dans ce que font les gens au quotidien, tous les gens qui produisent des choses sur Internet, visiblement, ces associations différentes, elles sont toujours là. Et peut-être pour ajouter encore maintenant, pour vraiment faire le point sur cette notion de stéréotype, beaucoup de personnes nous disent mais en fait c'est pas un stéréotype, c'est la réalité. Par exemple, vous allez dans un hôpital et effectivement vous allez voir plus d'infirmières que d'infirmiers. Et en fait, il faut faire attention à ce concept-là parce que vous donnez une causalité ici. La causalité, c'est que comme je vois plus d'infirmières que d'infirmiers, je vais penser que c'est plus approprié pour des femmes. Mais en fait, la croyance a pu amener des personnes à choisir des formations qui l'ont amené à devenir infirmière. Alors ensuite, oui, la personne elle est plus exposée à des infirmières, ce qui va nourrir en fait la croyance, ce qui va ensuite nourrir les personnes qui vont choisir leur métier, etc. Donc en fait, la causalité, c'est vraiment un cercle vicieux. Il faut vraiment le considérer comme un cercle vicieux. Et finalement, ça ne nous intéresse pas de savoir à quel moment la poule a pondu l'œuf. En fait, on s'en fiche de ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment on peut casser cette association. Donc on peut la casser en travaillant sur la croyance. Donc on va dans les écoles expliquer aux enfants que le métier d'infirmière et d'infirmier est ouvert à tout le monde. Donc ça, on casse la croyance, ce qui amène peut-être les enfants à choisir une voie qui est différente de la voie stéréotypée. Et ce qu'on peut faire aussi, si on veut casser l'exposition qui nourrit la croyance, c'est les quotas en fait. Les quotas, même si c'est un peu un aveu d'échec, mais n'empêche que le quota, ce qu'il fait pour en tout cas les jeunes générations, c'est qu'il les expose à d'autres choses. Et ensuite, ça casse la croyance et ainsi de suite. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant par rapport aux stéréotypes, c'est pas tellement cette causalité, c'est de voir ça comme un cercle vicieux et de se dire qu'on peut le casser, mais on peut même le casser à différents endroits. Bon, après, il y a des gens qui diront, mais pourquoi casser ça ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Pourquoi est-ce qu'on expliquerait aux enfants que, oui, il peut y avoir des infirmières et des infirmiers. Après tout, si les petites filles veulent devenir infirmières et les garçons veulent devenir maçons... c'est pas grave. Là, on sort du domaine psycholinguistique, mais c'est vrai que c'est souvent une objection qu'on entend en tout cas. Mais finalement, on ne sort pas non plus du domaine de psycholinguistique parce qu'il y a une chose quand même qui est intéressante, c'est qu'on a nous remarqué très vite quand on a commencé à choisir des métiers pour les tester dans nos expériences, c'est qu'en fait, il existe quand même beaucoup, beaucoup plus de métiers qui sont stéréotypés masculins. Il existe très, très peu de métiers qui sont stéréotypés féminins. En fait, juste le fait de le dire comme ça, on remarque qu'il y a un problème par rapport à ça, c'est qu'en fait, non, les choses ne sont pas ouvertes. Les choses sont beaucoup plus ouvertes pour les garçons, ça c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup plus, il y a un panel qui est beaucoup plus large, mais pour les filles, c'est beaucoup plus restreint. Et pour nous-mêmes, pour trouver un matériel de test pour nos expériences, on a souvent eu des problèmes pour trouver des métiers stéréotypés féminins, parce qu'il y en avait beaucoup moins. En fait, simplement, il y a beaucoup moins d'ouverture pour les filles que pour les garçons. Et ces stéréotypes, ils ont des effets mesurables, en fait, des effets discriminants. C'est pas juste pour ouvrir plus de champs des possibles, c'est qu'en fait, ça discrimine dans la vraie vie des personnes. Ça, il y a une expérience menée. Bon, on va partager la parole, mais Pascal Guigac, il se trouve que c'est vous qui avez mené cette expérience-là avec certains collègues sur les stéréotypes de genre et la perception de la compétence ou de la réussite de certains travaux, en l'occurrence des tours de magie. Si j'ai bien compris, vous avez filmé des mains qui font un tour de magie et vous avez dit à plein de sujets, voici un tour de magie réalisé par une femme, voici un tour de magie réalisé par un homme.
Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on présente le même tour. Ça, c'est important de bien le comprendre. On présente 14 tours et c'est les mêmes. Hein. C'est vraiment la même vidéo du tour de magie. Ce que les gens n'ont pas remarqué, évidemment, c'est qu'un tour sur deux, c'est une magicienne, puis un tour sur deux, c'est un magicien, en fait. Qu'on ses mains filmées. Mais personne n'a remarqué que c'était des mains différentes. Par contre, la moitié, on leur dit, c'est Nicolas qui a fait les tours, et l'autre moitié, on leur dit, c'est Nathalie. Et on leur demande d'évaluer les tours allant de 1, le tour est nul, à 7, le tour est génial. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est quand on dit que le tour est fait par Nicolas, les gens trouvent que le tour est meilleur que quand il est fait par Nathalie. Et c'est là qu'on comprend en fait l'effet pernicieux des stéréotypes. C'est que le stéréotype va nous donner l'impression que si une personne fait quelque chose qui ne correspond pas à son stéréotype, elle va le faire moins bien. Ou en tout cas, elle sera moins apte à le faire. Et ça, c'est l'effet discriminant des stéréotypes. Et on le voit bien d'ailleurs dans beaucoup de métiers qui ne sont pas forcément que stéréotypés féminins, mais quand on pense à couturière, on pense à petite main, quand on pense à couturier, on pense à grand couturier. Pareil avec cuisinière et cuisinier. C'est un petit peu la même chose en fait. On pourrait imaginer qu'il y a aussi des magiciennes, mais les grands magiciens sont des hommes. Donc dans ce sens-là, on voit que cette limitation, elle s'applique surtout aux femmes, tandis que les hommes, quand ils reprennent quelque chose qui pourrait être vu aussi comme féminin, alors ils le font aussi la différence entre une secrétaire et un secrétaire qui est énorme, où il y a toujours une valorisation qui est beaucoup plus grande associée à la forme masculine. Oui, je pense à ça en ce moment. Il y a toute une mode de compte Instagram avec des gars qui expliquent comment faire le ménage. Et alors, vraiment, donc ils sont très très suivis. C'est vraiment des grands experts et tout. Et ils sont félicités et tout parce c'est très technique. Ils ont des tas de choses, etc. Voilà. Oui, mais enfin, je comprends cette histoire de différence du compte magicien-magicienne, mais le truc fou, c'est quand même que c'est la même chose. Et les gens pensent sincèrement, ils trouvent sincèrement que c'est mieux. Ils apprécient mieux la chose faite que si c'est un mec. Enfin, si on le dit que c'est un mec, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est un mec ou pas. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette expérience. Mais moi, elle soulève un point qui est vraiment crucial, c'est quand les gens nous parlent de ce concept de compétence égale, à compétence égale. Mais en fait, notre expérience, alors c'est pas la seule expérience qui montre ça, mais on est simplement incapable d'évaluer la compétence. Donc, même ici, on peut pas avoir une compétence plus égale, puisque c'est la même vidéo, en fait. Donc, de fait, on peut pas juger la compétence d'une personne sans avoir des a priori. Encore une fois, on revient sur ces ampoules qui s'activent, donc c'est pas possible. Donc quand on nous dit à compétence égale, moi j'ai envie de dire, vous pouvez pas le savoir, vous pourrez pas juger de cette compétence. C'est pas possible de sortir de cet a priori. On peut pas sortir de cet a priori ? Alors on peut, dans notre expérience, dans la deuxième expérience, on peut. Alors par exemple, nous, on a réussi à casser cet effet en demandant aux gens de nous dire, alors comment le tour est fait ? En fait, dites-nous comment le tour est fait. Et là, les gens ont dû réfléchir, évidemment. Alors, tout le monde juge maintenant tous les tours meilleurs, mais de fait, on enlève cet effet-là. Des collègues ont montré la même chose pour des morceaux de musique, par exemple, de dire est-ce que c'est une femme qui a écrit cette musique, c'est un homme qui a écrit cette musique, et l'homme est jugé, le morceau de musique est jugé comme meilleur, et on arrive à enlever l'effet quand on explique, quand on donne beaucoup plus de détails sur les personnes, en fait. Quand on explique, on a un narratif sur la personne. On dit d'où elle vient, qui elle est, etc. Donc, en fait, on peut casser ces effets de stéréotypes, en tout cas par rapport à ça, en poussant les personnes finalement à réfléchir à ce qu'elles sont en train de faire, de manière plus rationnelle en fait, en se basant moins sur les stéréotypes. Ah oui, sur un ressenti où on dit ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, c'est comme ça, etc. Et c'est vraiment pas qu'une histoire de genre non plus, c'est vraiment, on peut montrer à quel point nos stéréotypes influencent notre perception même de la réalité. Ça me fait penser à un autre phénomène où il y a beaucoup de discrimination liée à la langue, c'est les accents. Et quand on montre des photos de personnes et qu'on les fait parler, donc la même voix, les gens sont persuadés, ils évaluent le degré d'accent comme étant beaucoup plus élevé quand, par exemple, on leur montre une personne asiatique parlant anglais. Et donc, et c'est la même voix que quand on leur montre cette même voix sur une personne européenne, ils vont percevoir beaucoup moins d'accent ou ils vont juger son langage meilleur, plus correct. Et donc, c'est exactement le même phénomène. C'est vraiment notre perception même. On est convaincu, on entend la même chose, mais on perçoit, notre cerveau classifie différemment parce que ça passe par le biais des stéréotypes. Tous les deux, chacune, qu'est-ce que vous changez dans votre vie pour casser cet effet-là ? Parce que vous l'avez étudié, vous l'avez mesuré. Est-ce qu'il y a des choses précises que vous faites dans votre vie pour casser ce mécanisme ?
Moi, par exemple, j'essaye, tant que je peux, de choisir des personnes qui ne représentent pas le stéréotype. Un médecin femme, par exemple, justement, une médecine, on pourrait dire, ou une doctoresse. Le mot a existé d'ailleurs. Absolument. Et donc, justement, d'essayer d'aller chercher des gens qui ne répondent pas aux stéréotypes et surtout, dans le cas de ma famille, d'exposer mes enfants aussi à des gens qui reprennent pas ces stéréotypes, qui correspondent pas à ces stéréotypes pour leur faire voir que ça existe aussi, que c'est possible et que, ça peut aussi être très intéressant de sortir un peu de ces sentiers battus. Souvent, en plus, on entend l'argument de ce serait pour faire du politiquement correct, on entend ça beaucoup dans les œuvres d'art, hein, notamment, on dit mais à quoi ça sert, pourquoi est-ce que on devrait tout ça pour casser le stéréotype, alors qu'en fait ça obéit pas à l'histoire, qu'est-ce que ça peut bien changer, etc. Mais en fait, ce que j'adore avec les études que vous présentez, c'est que vous montrez que ça a des effets très très concrets sur nos réalités. En fait, c'est pas une histoire de politiquement correct, hein. C'est pas juste pour le symbole, et les symboles c'est important, mais vraiment ça a des effets dans nos vies, Du coup, je vous repose, je vous adresse la même question, Pascal Guigax. Bon, moi, ce qui a été important, c'était d'en prendre conscience, en fait. Et j'invite toujours les personnes à faire des petites expériences. C'est aussi pour ça qu'on a mis ces expériences, pour vraiment prendre conscience de ça. Et une expérience pour moi qui a été très, très forte, c'est quand ma fille était petite et puis je la portais dans une écharpe. Et puis les gens me demandaient si c'était une fille ou un garçon. Et une fois sur deux, je disais une fille. Une fois sur deux, je disais c'était un garçon. Et de remarquer la différence de comportement des gens, c'est vraiment incroyable. On n'y croit presque pas. Mais je me souviens d'une fois avoir dit c'est un garçon et je vois la personne était en train de la boxer. La boxer vraiment, alors gentiment, mais en disant wow, elle a l'air hyper costaud, incroyable, il a l'air costaud. Et de dire c'est une fille. Et là, je me souviens d'avoir vu la tête de la personne comme ça, cassée comme ça. Puis oh, elle a l'air tellement bien, elle est tellement calme dans son écharpe. Et en fait, j'invite vraiment les gens à faire cette expérience pour mesurer à quel point tout est stéréotypé autour de nous. Tout est stéréotypé. Et c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on en prend conscience, la vie devient un peu difficile. C'est vrai, parce qu'au départ, on se dit, les stéréotypes, ça peut être facile. Hein. Franchement, on continue notre vie. Mais le jour où on se rend compte de ça, on peut commencer à travailler là-dessus. On peut commencer à travailler, réfléchir soi-même. Qu'est-ce qu'on fait à la maison ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'exprime, etc. Donc, moi, je pense que de sensibiliser les gens et de prendre la mesure de cet effet par des petites expériences personnelles, je trouve que c'est intéressant. En petite expérience, dans une des 15 que vous proposez, il y a cette petite fable que j'adore concernant le père et le fils qui partent en voyage à la campagne et qui ont un accident sur le chemin, avec le père qui meurt, le fils qui survit, qui est amené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, il y a un chirurgien de garde qui se présente et qui dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment cette situation est-elle possible ? Tic-tac, chers auditeurs, peut-être vous connaissez déjà l'histoire, mais peut-être vous ne la connaissez pas. Il est possible que si vous ne la connaissiez pas et qu'on vous la raconte hors contexte, vous cherchiez en étant complètement désemparé. C'est ça la réaction qu'ont d'habitude les gens, non ? À qui on raconte ça ? Il y a plusieurs réactions. Les personnes nous disent c'est pas possible. Et récemment, j'ai eu des enfants dans une école qui m'ont dit mais en fait... c'est clair que le père vivait dans un couple homosexuel et donc c'est son mari en fait qui est chirurgien. Ce que j'ai trouvé assez chouette finalement dans l'évolution, mais sauf que encore une fois l'invisibilité des femmes ici, on la retrouve. Pour la petite histoire, c'est une expérience qu'a tentée Mathilde Viau, qui était l'une des invitées des Couilles sur la table. Elle l'a posée directement à Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale en France. Et il a dit c'est juste que vous racontez pas bien votre histoire, en gros. Voilà, c'est pour ça que je sais pas. Et il est parti. Voilà, il m'a dit vous m'avez embrouillé avec cette histoire. Voilà, c'est une anecdote qu'elle raconte dans son livre L'homme politique. Moi, j'en fais du compost. Vous expliquez aussi comment le fait de parler toujours du masculin en premier, c'est aussi une forme d'androcentrisme, en fait. Parce que l'ordre qu'on emploie dans nos phrases, dans nos propositions, dans nos titres, etc., ça compte, en fait, ce qu'on met en premier. Alors, il y a plein vous donnez, par exemple, l'exemple au début du chapitre, en disant que on dit Adam et Ève, on ne dit pas Ève et Adam. Alors moi, j'ai envie de dire, oui, mais Ève et Adam, ça sonne moins bien, quoi. Justement, à cause du fait qu'il y a cette
on pourrait de nouveau appeler ça une colocation. L'ordre dans lequel on met les choses est souvent fixe. Et d'ailleurs, on ne dit pas que Adam et Ève, on dit aussi père et fils, mari et femme, etc. Et on remarque que cet ordre n'est pas anodin. Par exemple, quand il ne s'agit pas de genre, on dira aussi médecin et patient, par exemple. Et on voit que ce qu'on met en premier, c'est l'élément qui est jugé le plus important. C'est la place d'honneur. Et donc, c'est pas pour rien qu'on trouve toujours aussi cet ordre homme-femme et qu'il est aussi discriminant dans ce sens-là. À part justement dans quelques rares expressions comme mesdames et messieurs, où c'est plus une sorte de sexisme bienveillant ou honneur aux dames, alors on dit mesdames et messieurs. Mais dans toutes les autres expressions qui impliquent un homme et une femme, ça va toujours être l'homme d'abord. Et cette histoire de l'ordre de mention, c'est pas qu'une histoire de langage de nouveau, parce qu'il y a aussi des travaux qui ont été menés sur des tableaux, des représentations, et qui montrent aussi que souvent l'homme est à gauche, est dans la position centrale, dans la position active, et la femme est dans une position passive, à droite, etc. Et même si on pense dans l'ordre de la phrase, aussi, on a toujours cet ordre sujet-verbe-objet. Le sujet, c'est quand même l'élément important. Donc, on est vraiment habitué à avoir cet ordre, l'important d'abord. Et clairement, c'est ce que reflète, c'est ce qu'on appelle ces doublets, comme Adam et Ève, hommes et femmes, etc. Ça marche aussi pour les couples de nos amis ? Alors là, il y a une différence, effectivement, c'est une de nos petites propositions d'expérience aussi. Et là, si vous remarquez, ça renforce d'ailleurs cette idée d'importance, c'est qu'on va avoir tendance à mettre d'abord la personne des deux qu'on connaît le mieux. Donc s'il se trouve qu'on est amis depuis très très longtemps avec Florence dans Florence et Marc, alors ce sera Florence et Marc. Mais ça montre bien que par défaut, quand on demande aux gens de former des couples et qui connaissent aucun des deux, ils vont mettre Marc et Sophie, Jean-Claude et Ginette. Mais quand ils connaissent un des deux, c'est la personne importante qui va arriver d'abord. Donc ça montre en fait bien le point de nouveau, c'est qu'on commence par l'élément important. Ça, vous l'avez mesuré dans des études ? Alors ça, c'est Peter Regarty qui le fait dans ses études en Angleterre. Et ça, c'est intéressant de voir une société où on a tendance à toujours nommer les mêmes en premier, mais on voit ce que ça veut dire finalement symboliquement. Mais j'aimerais juste revenir sur Adam et Ève, parce que Adam et Ève, je trouve vraiment intéressant votre commentaire. Beaucoup de gens nous ont dit, mais c'est vrai que quand on dit Ève et Adam, c'est hyper bizarre. On a l'impression de faire une gymnastique avec notre bouche comme ça, Ève et Adam, alors que phonétiquement, c'est beaucoup plus simple en fait. Parce que Adam et Ève, vous devez vous arrêter. C'est Adam, il y a une rupture, Adam et Ève. Tandis qu'il y a Ève et Adam. C'est beaucoup plus simple en fait. Mais par contre, on a tellement peu l'habitude que finalement, ça nous semble vraiment impossible à prononcer. Comme hommes et femmes, les hommes et les femmes. Personne ne dit les femmes et les hommes. Sauf quand on dit maintenant, justement, on dit par exemple, c'est important pour l'égalité femmes-hommes. Mais les bureaux de l'égalité à l'époque étaient encore les bureaux de l'égalité entre hommes et femmes, sont devenus ensuite les bureaux de l'égalité entre femmes et hommes, au moment où on commence à remarquer que cet ordre de mention est un ordre quand même qui est relativement important. Mais juste pour clarifier, à chaque fois, tout ce dont on parle là, c'est vraiment des choses que vous avez mesurées. C'est ça aussi la psycholinguistique, c'est pas... c'est pas des choses que vous inventez dans votre coin. C'est ce qui serait aussi super, mais je veux dire, il y a une dimension vraiment scientifique de mesure avec des laboratoires, des expériences et tout ça que vous faites, non ? Oui, bien sûr. Oui. On mesure des temps de réponse, on mesure des mouvements oculaires, on mesure l'activité cérébrale dans ces moments-là. On peut faire beaucoup de choses après. Mais j'aimerais insister sur le fait aussi quand même que si on avait testé ces choses-là et que les résultats auraient été différents, on les aurait aussi publiés, c'est important. Parfois, on nous dit « Ah, mais ce que vous faites, c'est de la propagande. » C'est de la propagande, vous êtes militant, etc. Mais pas du tout. Si on avait trouvé des résultats différents, si moi j'avais une étude où le masculin est compris comme un générique, je l'aurais publié, bien sûr, quoi. Et on a des études où on voit que les stéréotypes se battent avec le masculin, mais de manière générale, les données qu'on relaie alors dans le livre, mais qu'on relaie aussi dans nos articles scientifiques, montrent qu'il y a cet androcentrisme. L'ordre de mention a une influence sur la manière de percevoir le monde, etc. Et donc, le masculin générique, ça n'existe pas. C'est ça que vous montrez. Là, on va parler de ce chapitre-là. Vous dites que d'abord, le genre grammatical, le fait que on ait du masculin et du féminin pour absolument tous les noms, en français en tout cas, comme dans plein de langues latines, c'est compliqué pour notre cerveau. Pourquoi ?
Alors, c'est pas vraiment ça qui est compliqué. Ce que les gens mélangent souvent, c'est le genre grammatical. Ils nous disent mais il n'y a pas plus de raison de voir une table comme une femme et un couteau comme un homme parce que c'est arbitraire de toute façon et puis ça n'a rien à voir avec le genre des personnes. Oui, lorsqu'il s'agit d'objets inanimés, et ça, effectivement, c'est une complication. D'ailleurs, il y a beaucoup de langues qui fonctionnent très bien sans genre et puis c'est beaucoup plus simple de les apprendre en général. Mais dans les langues qui ont des genres, il y a vraiment l'aspect genre pour des objets inanimés et puis le genre qui est attribué à des personnes animées, personnes, animaux, etc., pour lequel il y a vraiment un masculin et un féminin. Et là, le genre n'est pas arbitraire. On trouve des masculins pour les hommes, des féminins pour les femmes. Ce qui est compliqué, c'est à partir du moment où on a dit, et dans des cas où il y a des groupes mixtes, on va prendre que l'un des deux, et ce un des deux, ce sera le masculin. Donc du coup, le masculin se retrouve attribué une deuxième valeur. Il peut parfois être spécifique et désigner des hommes, et parfois être générique et désigner des groupes, alors que le féminin est toujours spécifique, il désignera toujours que des femmes. Et c'est là où est la complexité. C'est le fait de pouvoir décider, est-ce que c'est un masculin où il y a des hommes et des femmes, ou est-ce que c'est un masculin où il y a que des hommes? Et là où ça marche pas, c'est que par défaut, notre cerveau va quand même voir le masculin comme étant spécifique, c'est-à-dire masculin égale homme, et pas masculin égale mixte, on sait pas. On va voir, peut-être homme et femme, peut-être que homme. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ce sens générique, je dirais pas qu'il n'existe pas, puisque théoriquement, il existe, linguistiquement, il existe, c'est une règle de grammaire, mais par contre, c'est incompatible avec la manière dont notre cerveau fonctionne. C'est simplement incompatible. Donc ça veut dire qu'il faudrait plus jamais écrire comme ça, en fait. Ça a pas de sens. Hein. Enfin, ou plutôt, ça en a un, remarque, mais ça fait disparaître, en fait... les femmes de notre espace mental, en fait, quand on s'exprime comme ça. Juste pour que ce soit clair, est-ce qu'on peut donner des exemples de phrases qui sont comme ça? C'est-à-dire de dire, les musiciens se sont retrouvés dans le parc, l'une d'entre eux... non. On pourrait dire, nous on utilise plutôt des phrases pour dire une des femmes souhaitait jouer un morceau. Et quand on dit une des femmes souhaitait jouer un morceau, on a l'impression qu'il y a un groupe de musiciens et des femmes à côté, où il y en a une qui veut jouer avec... En tout cas, le cerveau a beaucoup de peine à les lier les deux, en fait. A beaucoup de peine à lier le masculin de musicien avec une des femmes. Comme si c'était une erreur grammaticale, en fait. Par contre, si vous demandez à quelqu'un de vous dire est-ce que c'est possible de lier les deux, alors pas tout le monde va dire non. C'est pas un non, c'est non 100%, pas du tout. Donc les gens essayent de passer par-dessus, mais toujours moins que si on dit un des hommes souhaitait jouer un morceau. Vous voyez, les musiciens étaient dans le parc, un des hommes souhaitait jouer un morceau, ça va très bien, tout le monde dit oui. Là, tout le monde, ça va bien, puisque grammaticalement, c'est facile à comprendre. Tandis que les musiciens étaient dans le parc, une des femmes souhaitait jouer un morceau, et là, vous avez un problème. Vous avez un problème parce que votre cerveau va même le considérer comme une erreur grammaticale. Waouh, ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait écrire ? Alors, c'est toute la partie du livre pour cet exemple-là précis, pardon. C'est toute la partie du livre sur les formes qui sont plus inclusives. Vous voyez, si vous dites les musiciennes et les musiciens étaient dans le parc, là, vous n'avez plus de problème. Ou une forme neutre, le groupe de musique. Ou le groupe de musique. Ok, on va y revenir à cette histoire de est-ce qu'il faut neutraliser la langue, est-ce qu'il faut la reféminiser. Avant ça, donc toujours dans ces chapitres qui expliquent à quel point notre cerveau a du mal, en fait, n'arrive pas, en fait, à cette histoire de masculin générique. C'est quelque chose qui existe dans la grammaire, mais qui n'est pas du tout efficient, qui est une erreur pour notre cerveau. Vous rappelez que pendant longtemps, en français, en anglais, on utilisait des formes qui n'étaient pas celles du masculin générique. Par exemple, en anglais, on disait « they ». Quand on ne connaissait pas le genre. Et qui maintenant est revenu et qui est extrêmement accepté. Actuellement, on dira même plus they que he or she, par exemple, parce que c'est plus économique. Et donc, ça montre aussi qu'on peut décider de revenir à une forme qui a existé et qu'après avoir surpris pendant quelques lectures, tout le monde trouve ça parfaitement normal. Et donc, en français, effectivement, un des arguments que donnent les puristes, qui ont un peu toujours cette vision du c'était mieux avant, c'est que ça n'a jamais été possible et on ne va pas instaurer maintenant des choses qui vont pourrir la langue, gâter la langue. Et ces gens-là ignorent que pendant longtemps, on a procédé à ce qu'on appelait un accord de proximité. Donc, par exemple, les musiciens et les musiciennes instruites, ou le féminin qui arrivait en deuxième allait commander l'accord au féminin. Et d'ailleurs, c'est tellement naturel que très souvent, quand on réfléchit pas, quand on pense pas, quand on écrit spontanément, quand on parle, on va faire cet accord. Parce que, de nouveau, il y a une question de simplicité. La distance complexifie, il faut garder en mémoire, etc. Donc, on va avoir tendance à accorder au
à la proximité. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait spontané, évident et qui s'est pratiqué pendant très très longtemps. On a aussi eu, dans certains cas, ça peut faire sens, l'idée d'un accord de majorité. Donc par exemple, si on a un groupe de femmes et un seul homme, décider que l'accord se fera au féminin, par exemple. Moi, dans les cours de yoga que je donne en ce moment, il y a toujours un mec ou deux. Voilà. Mais comme en fait on est 15 que des femmes, je leur parle au féminin. Oui, voilà. Mais bon, non mais en fait c'est logique. Voilà. Oui. Bon, c'est pas. Bref. Pardon, je vous ai coupé en plein milieu avec ma petite anecdote perso là. Non, mais c'est tout à fait pertinent, c'est tout à fait ça, parce que dans ces activités, effectivement, de plus en plus, pour de plus en plus de femmes, on se sent juste ignoré et pas légitimé du fait qu'il y ait un homme parmi nous, alors on doit tout passer au masculin. Et par rapport à ça, moi typiquement qui enseigne la linguistique, on a quand même aussi plutôt des quotas féminins. Ça m'arrive d'arriver en disant simplement bonjour à toutes. Et après, je vois les étudiants masculins me regarder un peu de travers, je dis voilà, recommençons quand on n'est pas inclus directement. et après, effectivement, du coup, quand mon bonjour à toutes et à tous, qui est un peu ma forme par défaut, du coup, fait parfaitement sens et n'apparaît plus comme superflu. Parce que je me rends compte quand je les préviens pas et que juste j'ignore, je passe au féminin, là, alors du coup, ils sont tout choqués. Il y a quelque chose qui joue pas. Je leur dis voilà, ce avec quoi les femmes doivent faire depuis très longtemps. Faire exister le féminin dans notre langue, c'est aussi une façon en fait de les faire exister dans nos têtes, dans nos représentations, de les faire exister tout court en fait, non ? C'est fou quand on y pense. Mais absolument, parce que de nouveau, on voit, pour moi, c'est mon argument qui me tient le plus à cœur pour défendre cette façon de parler, c'est de dire que quand on ne le fait pas, effectivement, on voit que les petites filles, les jeunes femmes, se limitent, ne se voient pas dans ces professions et que le simple fait de leur parler des professions comme des mécaniciennes et des mécaniciens et pas uniquement des mécaniciens, elles vont se dire un peu ah tiens, ça pourrait être moi aussi. Et quand on voit à quel point le langage peut être limitant pour les filles, moi une autre expérience qui me parle énormément, c'est quand on fait affaire à un groupe d'enfants d'âge d'école primaire, un exercice et qu'une fois de géométrie, une fois on leur dit que c'est un dessin et une autre fois on leur dit que c'est un exercice de maths, et quand on leur dit que c'est un exercice de maths, alors tout d'un coup, les filles se mettent à avoir des résultats beaucoup moins bons que quand on leur dit que c'est juste un dessin. Et donc, on voit comment les filles sont habituées à ce qu'il y a des choses qui ne soient pas pour elles. Et ça, je trouve que c'est ça qui est inadmissible, qui devrait nous révolter, qui me révolte personnellement, et qui fait que je trouve que rien que pour ça, même si on n'est pas convaincu que le langage va tout changer, ne serait-ce que de se dire peut-être qu'on peut ouvrir des horizons, on peut montrer aux filles qu'elles peuvent aussi, on peut les rendre visibles. Rien que ça, je trouve que, voilà, pour moi, ça clôt le débat. Il faut utiliser des formes féminines, il faut utiliser des doublets, il faut leur redonner leur place dans la langue. Ok, ça c'est une des actions possibles que vous préconisez, c'est de reféminiser le langage. Donc par exemple, comme vous venez de le faire, d'utiliser les doublets, mécanicienne, mécanicien. À l'écrit, ça donne cette fameuse forme avec le point médian, par exemple. Ou, alors il y a plein de discussions, ça peut être un point médian, ça peut être un tiret, ça peut être une parenthèse, ça peut être... Et toutes ces formes ont leurs détractrices et leurs partisans, partisanes. Donc ça, c'est une des choses qui est possible. Vous dites aussi on peut neutraliser la langue. Comment on fait ça ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors de nouveau, tout n'est pas possible tout le temps et ce serait par exemple au lieu de dire le directeur ou la directrice, de dire la direction. Un peu comme on disait tout à l'heure, le groupe de musique, l'orchestre au lieu de les musiciennes et les musiciens. Donc il y a des cas où c'est possible et ça peut même être une bonne solution, mais je dirais que c'est un peu au cas par cas parce que parfois le défaut de ça c'est qu'on enlève aussi l'agentivité, du coup la direction, on voit moins la personne derrière et donc dans certains cas c'est pas ce qu'on veut et donc dans ce cas-là la directrice ou le directeur ça pourrait être mieux. Le point médian qui est en fait une des formes les plus décriées et qui moi me laisse le plus perplexe parce que je veux dire c'est pas si différent des autres formes de ponctuation qu'on a déjà. Et je vois pas pourquoi, même des linguistes qui nous répondent, oui, mais le point médian, ça peut pas se dire à l'oral. Oui, mais quand on dit M. Dupont, personne n'a de problème à l'oral à dire Monsieur Dupont. C'est un peu la même chose. On voit étudiant.es, on dit les étudiantes et les étudiants à l'oral parce que on va pas verbaliser le point. Et alors, c'est juste qu'à l'écrit, le côté compact nous intéresse et donc dès le moment où le côté compact est valorisé, alors c'est une bonne forme. Et la neutralisation, ça peut aussi être l'adresse directe au lieu de dire il ou elle peut faire ça, typiquement, par exemple, sur des sites web, on peut dire directement, vous pouvez, si vous souhaitez vous inscrire, etc. Donc, trouver des formes alternatives en faisant preuve un peu de créativité. Et puis, pour ceux qui sont les plus courageux, utiliser justement ces formes nouvelles comme amateuris, le YEL aussi, pourquoi pas. Mais on sent que c'est ces formes-là qui crispent le plus les gens.
Ou là, moi, j'ai remarqué que vous avez dit ceux, par exemple, ceux qui sont les plus courageux, mais en fait, ça pourrait être pour celles qui sont les plus courageux, courageuses. Mais c'est vrai que bon, on n'y arrive pas tout le temps, et puis que oui, ça peut paraître étrange de dire tous. Ça fait toujours, voilà, comme ce que je racontais au tout début. Juste après, il y a moi, j'aime bien quand même rappeler que l'écriture inclusive, c'est un terme très, très global. Hein. C'est un terme global qui regroupe en fait toutes les formes de démasculinisation. Hein. C'est important de le dire. Et Julie Abou a beaucoup travaillé là-dessus. Mais maintenant, ce qui est important de dire, c'est que dans les outils d'écriture inclusive, il y en a aussi un pour vous qui est particulièrement pratique, c'est l'adressage direct aussi. Vous voyez, si vous dites les auditeuristes qui nous écoutent, les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, mais vous pouvez dire vous qui nous écoutez, en fait. C'est vrai. Et ce bonjour à vous est très pratique, en fait. Mais même en termes de communication, probablement qu'il touchera beaucoup plus les personnes qui sont en train de vous écouter. Donc, et l'adressage direct permet justement d'avoir quelque chose de plus inclusif, mais également inclusif de toutes les personnes qui ne se considèrent ni femmes ni hommes, ou qui parfois se considèrent femmes, parfois hommes. Vous voyez, cet adressage direct, cette neutralisation a ça comme force, c'est d'avoir une inclusion, certes implicite, mais une inclusion de toutes les personnes, quel que soit leur genre. Vous avez cité Julie Abou, qui vient de publier un livre aux éditions Les Pérégrines, qui est super aussi, qui s'appelle Tenir sa langue, je crois. Je repense aussi à d'autres travaux. Lila Braunschweig avait écrit quelque chose qui s'appelait Neutriser, sur le fait de promouvoir ce qui est neutre. Et puis je pense aussi à un alphabet, parce qu'on parlait du point médian. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses très créatives qui existent, qui sont développées, qu'on invente encore. Enfin, vraiment, la langue, elle peut être très plastique. Et c'est un très bel alphabet. Enfin, c'est une forme de typographie qui a été développée par Bye Bye Binary, qui crée des caractères typographiques inclusifs, non binaires, qui sont adaptés à la langue française. Je vais mettre le lien dans la description de l'article parce que ça vaut le coup à voir. Et je trouve que de plus en plus, ça se fait beaucoup dans les parutions de romans, d'essais, de blogs, etc., féministes. Ou de personnes qui se battent contre le sexisme. Il y a plein de formes qui sont inventées, en fait. Et c'est pas du tout rigide. En fait, on peut vraiment... parfois, on neutrise la langue, parfois on la féminise, parfois on fait des doublets, parfois, en fait, on peut tout mélanger. Mais il y a des gens qui disent que c'est élitiste de faire ça. Qu'en fait, ça n'est possible que quand on... Vous secouez tous les deux la tête, genre non. Alors, pourquoi c'est pas élitiste ? Parce qu'on dit, si t'es dyslexique, déjà, tu galères. Si t'es non-voyant, par exemple, pour le braille, ça complique beaucoup de choses, le point médian. Si tu... Je sais pas, si déjà, lire pour toi, c'est difficile, en fait, toutes ces formes-là, tu te sens pas bien avec ça. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors bon, ce que je pourrais dire sur le côté élitiste, et je remercie vraiment ma collègue Heather Burnett de Paris, qui nous a envoyé une fois une petite photo qu'elle a prise de sa voisine en Seine-Saint-Denis, qui avait écrit avec plein de fautes d'orthographe « Si vous continuez à laisser pisser votre chien, attention, ça va barder pour vous ». Et elle avait dit à la fin, en gros, merci à tout, de bien noter ça, ou de prendre ça en compte, ou je ne sais plus ce qu'elle avait dit exactement. Mais en tout cas, il y avait le trait ou le point médian. Et là, on y avait réfléchi un peu en se disant, mais alors, si même pour quelqu'un dont on pourrait dire qui est vraiment pas avantagé, qui est pas dans les hautes sphères de la société, ça commence à devenir un peu un réflexe, faut pas nous dire que c'est juste une histoire de bobos, de gens qui se posent des problèmes qui n'existent pas, etc. C'est que, finalement, c'est un besoin de s'adresser à tous et qui peut devenir très naturel pour tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, je pense que non, il n'y a pas de côté élitiste. Il y a vraiment, au contraire, une volonté de démocratiser tout ça, d'arrêter de s'adresser que à certaines ou à certains, et puis au contraire de rendre la langue plus inclusive. Donc je pense vraiment pas que ce soit le principal problème. Par rapport au braille, de nouveau par rapport au clavier informatique, on nous dit des fois même pour les gens qui sont pas spécialement malvoyants ou quoi, c'est compliqué ce point médian. Franchement, non. Alors nous, je tiens à dire que par exemple à Binge Audio, tout le monde dans le Slack, donc dans notre chat en ligne là, en fait, on s'écrit avec des points médians. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est hyper facile. Et en plus, sur les portables, c'est super facile aussi. Enfin, bon. Bon, moi, j'aimerais quand même ajouter, parce que ce débat... ce débat arrive souvent, mais le point médian, il faut quand même le dire, c'est une forme contractée d'un doublet, ou bien c'est une forme contractée qui nous permet d'ajouter un X pour exprimer la non-binarité. Mais de fait, c'est un objet très minoritaire de l'écriture inclusive, et du coup,
tout ce qu'on a discuté avant, les doublets ou même la neutralisation, l'adressage direct, l'utilisation d'épicènes comme une personne, là, c'est certain, vraiment, c'est certain, il n'y aura aucun souci par rapport à la dyslexie. Maintenant, juste si on revient au point médian, parce que je trouve toujours que cet argument de la dyslexie arrive souvent assez vite, en fait. Et nous, à Fribourg, on s'intéresse vraiment à cette question. Et la première chose qu'on a faite, c'est de se dire, quelle est l'hypothèse, en fait ? Pourquoi, en fait, il y aura un problème lié à ce point médian ? Et quand vous réfléchissez à ça, et vous réfléchissez aux différentes formes de dyslexie, par exemple, la conscience morphologique, des problèmes à la conscience morphologique. Donc, quand vous avez deux lettres qui sont ensemble, vous devez les prononcer d'une manière différente qu'elles le sont prononcées individuellement. Ça, c'est un problème qui est énorme pour les personnes qui souffrent de dyslexie, souvent. Et là, je me dis, un point médian, à mon avis, là, ça va poser aucun problème. En tout cas, beaucoup moins que le « i » dans « oignon », ça c'est sûr. Donc ça, c'est une chose à dire. Et peut-être la conscience morphologique. C'est vrai que certaines personnes souffrent du fait de devoir essayer de décomposer un mot. Vous voyez, si je vous dis des chanteuses, vous devez décomposer chant, euse, donc chant, c'est quelque chose avec la chanson. Euse, ça veut dire que c'est une femme. Il y a un S, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et cette décomposition-là peut poser des problèmes pour des personnes dyslexiques. Maintenant, le point médian, par rapport à ça, j'ai l'impression que pour des adultes, ça risque de les aider, en fait. Ça risque de les aider parce que ça va marquer un point de rupture qui va leur permettre de décomposer beaucoup plus facilement le mot ici. Alors peut-être, pour des enfants, c'est plus compliqué. Si vous n'avez pas vraiment intégré le féminin du terme et que vous avez ce point ES, peut-être, c'est possible pour des enfants, ce soit plus difficile. Mais, encore une fois, c'est pas sûr. Et puis, on le sait pas, en fait. Il n'y a pas de données là-dessus. On n'a pas d'études là-dessus. Non, il n'y a pas d'études. Donc, les personnes qui nous disent c'est un problème pour les personnes dyslexiques, moi, j'ai envie de dire, alors, c'est possible, mais probablement pas. Mais probablement, ce qui est certain, par contre, ce qu'on sait vraiment, alors là, il y a des études là-dessus, c'est que l'orthographe française, ça, c'est un problème. Alors, les réformes orthographiques aideraient beaucoup les personnes dyslexiques. Oui, en fait, et souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois très contre le langage inclusif et très contre les réformes de l'orthographe. Et oui, mais oignon, O-N-I-O-N, ce serait parfait, c'est parfait. O-N-I-O-N, toutes les lettres se prononcent correctement, comme elles se prononcent individuellement, et ça aiderait vraiment énormément les problèmes de dyslexie. Donc à nos politiques, j'ai envie de dire, je suis content que vous preniez ça en main, mais allons-y maintenant jusqu'au bout dans ces réformes orthographiques, en pensant aux personnes qui souffrent de dyslexie alors. Non mais, du coup c'est super, parce qu'on arrive à ce point-là, qui est aussi une partie assez importante de votre livre, où il y a un chapitre qui s'appelle « Pourquoi tant de haine ?», où vous vous demandez vraiment, mais pourquoi tout le monde pourquoi énormément de gens sont vent debout contre ça. Enfin, en France, c'est quand même un délire. Ça frôle des gens parfaitement éduqués, qui sont censés être rationnels, etc. Enfin, on a quand même eu des circulaires qui interdisaient d'utiliser le langage dit inclusif dans les documents officiels. On avait un ministre de l'Éducation nationale, donc Jean-Michel Blanquer, dont nous avons parlé un peu plus tôt, qui en avait fait un cheval de bataille très très important pour lui, au même titre que la lutte contre ce qu'il appelle la pensée woke. Enfin, vraiment, ces gens sont obsédés par ça. Ça les met très très en colère. Pourquoi, à votre avis ? Oui, c'est effectivement, moi, ça me frappe aussi énormément de voir des gens réagir comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment lié au fait que notre langue, ça fait vraiment partie de notre identité. Et pour une partie des gens qui ont peut-être des tendances plus conservatrices, l'idée, c'est que si on touche à ma langue, on touche aussi à ce que je suis. Et de nouveau, c'est pas qu'une question de genre. Je suis pas en train de les traiter d'anti-femmes, etc. Parce que ces gens-là vont réagir à toutes les modifications, aussi celles de l'orthographe qui touchent pas du tout au genre. Il y a vraiment cette idée que il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Ça devrait pas changer et que changer veut dire moins bien. C'est de l'insécurité en fait. C'est que si on change, on n'est plus sûr que ça va marcher. On ne fait pas confiance, en fait, à la résilience de la langue, à la créativité de ses utilisatrices, et on a peur de toucher à quoi que ce soit. Mais on voit que ça touche à quelque chose de tellement profond. Moi, c'était la première fois, en travaillant avec Pascal sur ces questions, qui n'étaient pas au départ mes premières questions de recherche, que j'ai reçu vraiment des messages de haine de la part de gens, mais personnels, et donc, ça va vraiment très, très loin, cette histoire-là. Vous avez reçu des menaces parce que vous travaillez pas ça là-dessus. Des menaces, mais vraiment des messages injurieux.
Et je sais que Pascal, depuis plus longtemps, c'est le cas aussi. Et puis même simplement, j'avais signé avec une 50aine de femmes linguistes une espèce de manifeste pour répondre justement un peu aux politiques et leur dire que les arguments qu'ils présentaient traduisaient surtout une très grosse méconnaissance de la langue. Et là, typiquement, il y a des gens qui ont créé visiblement une liste à partir de nos adresses mail. Et puis on a reçu aussi collectivement ces messages nous traitant de tous les noms, nous menaçant de ceci, cela, nous prédisant une fin funeste parce qu'avec des idées pareilles. Donc vraiment, oui, il y a des gens pour qui ça touche vraiment quelque chose de très profond et de très personnel, j'ai envie de dire, qui va largement au-delà de ce qu'une pratique de la langue pourrait logiquement impliquer. Et moi, j'aimerais dire la dernière insulte que j'ai reçue il y a 2 semaines, en fait. J'étais traité d'ultra-wokiste aux méthodes talibanes. J'ai trouvé ça assez taquin, en fait, finalement. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même il y a de la recherche. C'est un objet de recherche. Hein. Laurence Rosier le traite de ces insultes. Elle les analyse. Elle fait quelque chose avec. En psycholinguistique? Non, alors elle est en sociolinguistique. Donc, elle analyse ses critiques en termes de discours et de domination, etc. Maintenant, dans le livre, on présente aussi la psychologie qui s'est intéressée vraiment à cette haine et d'expliquer pourquoi, d'où elle vient en fait. Et pour l'instant, ce qu'on sait bien en termes psychologiques, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 facteurs qui sont associés à ces réticences, cette haine quand même. C'est le conservatisme. Parce que vous disiez la peur, voilà. Vraiment, le truc de base, c'est vraiment avoir peur que quelque chose change. Il y a le sexisme aussi, mais pas toujours. Le sexisme a eu, suivant les langues, suivant quel type de sexisme, il y a eu des associations qui n'étaient pas très fortes. Et puis maintenant, pratiquement toutes les formes de sexisme sont associées à une certaine réticence à l'écriture inclusive, à toutes les formes d'écriture inclusive. Et le dernier point, qui est un point qui nous intéresse particulièrement, c'est la croyance dans un monde juste. C'est vraiment le fait de penser que en fait, le monde dans lequel on vit va très bien, en fait. Il n'y a pas besoin de changer. Et puis, si vous changez, vous attaquez la langue. Donc, les gens nous disent, mais non, laissez la langue évoluer de manière naturelle, comme si la langue avait évolué de manière naturelle, comme si notre société avait évolué de manière naturelle. Donc il y a vraiment des personnes qui ont cette impression que la société a évolué d'une manière naturelle, un peu une sorte d'évolution qui fait qu'on est dans un monde juste, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Et les gens, il y a des personnes qui se rendent pas du tout compte de ça. Vraiment, pas du tout. Comme c'est probablement les mêmes personnes qui se rendent pas du tout compte de ce qu'est un système, en fait. Et ce que ça veut dire une discrimination systémique. Et on le voit dans les discussions, on le voit dans les débats, on le voit dans les insultes qu'on reçoit aussi. D'ailleurs, moi, j'ai reçu 17, à la sortie du livre, j'ai reçu 17 messages, emails, lettres manuscrites. Et chaque fois, je suis allé regarder, et chaque fois, c'était quand même des hommes entre 50 et 70, je dirais, quand j'ai pu retrouver l'information, parce qu'évidemment, il y avait aussi des courageux anonymes. Mais de fait, c'est assez intéressant. Des personnes qui ne se rendent pas compte, en fait, du système dans lequel on vit. Et en termes de linguistique, qui ne se rendent pas compte que la langue a toujours été politique, elle a toujours été politisée. Toujours, toujours. La langue, comme dirait Christophe Benzitoun, si c'était une plante, ce ne serait pas une plante bio, hein. Ce serait une plante transgénique, tellement on l'a empêchée de pousser dans les directions qu'elle souhaitait. Mais oui, il n'y a vraiment pas de conscience non plus du fait que la langue, c'est quand même... Il y a un corpus standard qui est géré, maîtrisé. C'est pas effectivement, les choses sont pas arrivées parce qu'elles devaient être comme ça. C'est aussi une question de choix, de volonté, de conscience, etc. Pour terminer, est-ce qu'il y a une œuvre d'art que vous souhaitez recommander ? Alors, spontanément comme ça, je pensais tout de suite en termes d'unicité, d'harmonie dans un couple. Et j'aime beaucoup cette fontaine de Beaubourg avec les sculptures de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely, qui aussi en tant que couple me semble représenter vraiment une belle égalité où on voit à la fois ces formes très féminines et puis ces mécanismes qui cohabitent. Et donc, voilà, j'aime toujours beaucoup passer un peu de temps à regarder un peu ce masculin et ce féminin cohabiter. Ok, super, merci beaucoup. Et vous, Pascal Gygax ? Et moi, je dois absolument mentionner le travail de Muriel Imbach, qui est metteuse en scène et qui déconstruit le genre, qui a créé la Boca della Luna, une compagnie de théâtre. Et elle travaille beaucoup aussi avec un public plus jeune. Elle a notamment une pièce qui s'appelait... J'espère que je l'ai juste. Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants, où elle déconstruisait tous les stéréotypes de genre et c'était une pièce vraiment incroyable. Tout le travail de Muriel Imbach est vraiment génial. On peut le voir au théâtre en Suisse ?
Il me semble qu'elle a bientôt une nouvelle pièce qui devrait sortir. Je sais qu'elle a beaucoup travaillé sur cette nouvelle pièce. Et, en tout cas, en Suisse, c'est sûr. Et j'espère en France, peut-être, si elle est invitée pour aller en France. Merci beaucoup à vous. Merci à Sandrine Zufferet et à Pascal Gigax. Je rappelle que leur livre « Le cerveau pense-t-il au masculin » est publié aux éditions Le Robert, qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des petits récaps et des tas d'expériences à faire avec ses amis. Cette émission a été enregistrée à Lausanne, dans le studio de la web radio associative Luz Antena, avec à la prise de son Elise Jones, Camille Eveco et Ella Sturgeonhofer. Est-ce que vous avez trouvé la solution de la devinette sur le chirurgien, l'enfant et l'hôpital qu'on posait au début de l'épisode ? Si vous ne l'avez pas trouvé, eh bien rendez-vous sur le compte Instagram des Couilles sur la table ou sur celui de Binge Audio. Toutes les références citées dans cet entretien, notamment les livres, sont comme d'habitude à retrouver sur le site de binge.audio dans l'article qui accompagne cet épisode, qui a été excellemment rédigé, comme d'habitude, par Naomi Titi, qui s'occupe par ailleurs de produire l'émission, c'est-à-dire de discuter avec moi des sujets, de faire ensemble le pré-montage, d'organiser le planning et de mettre en ligne l'épisode pour qu'il se retrouve sur toutes les plateformes de podcast imaginables. La réalisation de cet épisode est signée Paul Berthiaud. Merci à tous, et vous qui m'écoutez, merci. À très bientôt.